Merci à vous tous d'être venus. J'espère que ça ne vous effraie pas d'enchaîner une deuxième table ronde après celle-ci qui était déjà très riche en propos intéressants. Donc je me présente, je suis Anne Rodier, journaliste économie au Monde, et on va aborder l'aspect de la coopération dans la prise de décision, toujours pour reconstruire la confiance. Donc parmi nous, nous avons Geneviève Gaillard, qui est députée maire de Niort, Michel de Virville, directeur honoraire au Collège des Bernardins et ex-secrétaire général Renault. Vous m'entendez mal? Comme ça va mieux? Bon. Et Marina Niforos, qui est directrice générale à la Chambre de commerce américaine. Donc pour commencer, je vous propose de faire un peu d'histoire, parce que Madame Gaillard étant à la tête de Niort, qui est, comme chacun sait, la capitale des mutuelles, elle va nous raconter comment cette ville est devenue la capitale des mutuelles. Est-ce qu'il y a une culture particulière de la coopération à Niort, une culture du partage? Est-ce que ça a tout à fait d'autres arguments? Donc je vous laisse la parole. Oui, bonjour, merci à toutes et à tous. Avant de commencer dans le thème que vous me dites, je voudrais juste faire un petit retour sur la table ronde d'avant, puisque, bon, pour dire que j'ai entendu que le mensonge était prôné par les dirigeants politiques en général. Je voudrais quand même dire qu'un dirigeant politique n'est pas un menteur, qu'un dirigeant politique est quelqu'un qui a des convictions, qu'il met à un moment donné au service des populations, et que pour faire son travail, il y a des mots qui n'ont pas été employés, que je n'hésiterai pas à employer, c'est le courage et aussi l'impopularité. Car un homme et une femme politique doivent faire des choix dans l'intérêt général. Le choix est toujours un renoncement, mais il le fait parce qu'il a des convictions, parce qu'il veut servir les citoyens et parce que précisément, il a envie que tout se passe bien. Alors, il ne ment pas. Quelquefois, il y en a eu qui ont menti, mais globalement, je ne voudrais pas qu'on laisse croire que tous les hommes et les femmes politiques sont des menteurs. C'est pas vrai. Alors, sur la coopération sur le territoire niortais, oui, c'est une longue histoire qui date des années 1900, puisque cette coopération, elle a commencé avec l'agriculture d'abord, hein, puisque les premières coopératives agricoles et mutuelles d'assurance agricole ont débuté aux alentours de 1902, parce qu'à ce moment-là, vous le savez tous, alors je vais faire un tout petit peu d'histoire, essayer d'être un peu rapide, mais ça pourrait être long. Il y avait des foires aux bœufs de traction, et ces foires, eh bien, pendant ces foires, il fallait emmener les bœufs boire. Et en rentrant, en revenant de boire, il y a un bœuf qui il s'est battu avec un autre bœuf, et donc ce qui a cassé, eh bien, une charrette qui appartenait à un autre agriculteur. Et donc à partir de ce moment-là, ils se sont entendus ensemble pour voir comment, eh bien, cette charrette pouvait être réparée. De là est née cette coopération entre les agriculteurs, qui s'est traduite ensuite par des coopératives agricoles et qui s'est traduite aussi à un moment donné sur cette terre coopérative par la naissance de mutuelles, ce qui est un peu différent des coopératives, hein. En 1934, en particulier par la naissance de la Maïf, par Edmond Proust, qui considérait que, les véhicules automobiles commençaient à prendre de l'importance, que les instituteurs étaient donc soumis à un risque plus important qu'autrefois, mais qu'ils payaient quand même beaucoup trop cher leur police d'assurance. Donc il a envoyé des messages un peu sur le territoire vendéen et niortais en disant « Mais vous, instituteurs, ne croyez-vous pas que nous pourrions faire quelque chose ensemble ?» Et comme ça est née la Maïf, une mutuelle d'assurance, hein. Ce n'est pas une assurance comme les autres, c'est une mutuelle d'assurance. C'est-à-dire qu'on partage le risque, on partage les avantages et on partage les inconvénients. Alors, ensuite sont nées la MAF et la Massif, la SMAC, l'IMA, enfin je pourrais en dire beaucoup. Mais je voudrais dire que
la coopération des sociétés coopératives aujourd'hui est au cœur des problématiques que l'on veut traiter. Une prise de décision et la coopération, eh bien c'est là, dans les coopératives, que salariés, ouvriers, les coopératives ouvrières, prennent des décisions. Il n'y a pas de responsables en dehors de la gouvernance collective. Les décisions qu'ils prennent, on a de belles coopératives ouvrières dans le territoire vendéen et de Sévrien, et ces décisions sont prises de manière collégiale, en coopération, et je pense que c'est extrêmement important de le souligner. Est-ce que vous pouvez préciser en quoi ce type de gouvernance permet de reconstruire la confiance, est un facteur supplémentaire de confiance? Mais parce que les décisions sont, pour ce qui concerne les coopératives du moins, sont partagées et tout le monde participe. Dans les mutuelles, c'est pareil, il y a un homme, une voix, c'est-à-dire que chaque mutualiste a le droit de vote, peut déterminer son dirigeant et les grandes orientations qu'il veut donner à l'entreprise à laquelle il adhère. Et donc, c'est quelque chose d'important et de fondamental. C'est véritablement la place qui est donnée à chaque personne, ce qui n'est pas le cas dans les entreprises capitalistiques, hein, où il n'y a pas jusque-là et jusqu'à ce niveau-là de participation. Alors, bon, c'est toujours le cas dans les mutuelles, mais la distance fait que maintenant, on a pris des moyens différents. Les assemblées générales sont toujours présentes, mais mobilisent d'homme à homme moins de monde. On vote par Internet ou on peut voter par correspondance. Bref, on connaît les gens avec lesquels on travaille, on connaît et on peut voter sur les grandes tendances que l'on veut donner à son entreprise, on connaît les objectifs des uns et des autres, et donc ça permet de prendre des décisions qui sont plus en phase, sûrement, avec les sociétaires. Et qu'est-ce qui reste dans les mutuelles de la coopération dans la prise de décision? Parce que comme vous le disiez très justement, les mutuelles maintenant sont des très très grandes organisations. Pardon, vous entendez mieux comme ça? Excusez-moi. Un peu? Très bien. Que reste-t-il donc dans les mutuelles en termes de coopération dans la prise de décision, dans la mesure où les mutuelles sont aujourd'hui devenues de très grandes organisations financées sur les marchés? Alors, il y a toujours un conseil d'administration, hein, évidemment. Il y a une organisation qui est une organisation, comme je le disais tout à l'heure, avec des mutualistes. Ces mutualistes qui peuvent devenir membres du conseil d'administration, qui sont territorialement basés sur tout le territoire de la France, hein. Alors, c'est vrai que avec les mutuelles ont grandi, elles sont cotées sur le marché pour une partie, elles ont des règles qui ont évolué avec l'Europe. Enfin, une partie, les mutuelles elles-mêmes sont pas cotées, il n'y a pas de part. Je viens me faire comprendre, hein. Donc c'est vrai que cette façon de gouverner, on a l'impression de temps en temps qu'elle existe moins qu'elle n'existait par le passé. Et ça, je crois que c'est une évolution de la société qui fait que désormais on est dans une société mondialisée et que on a une Europe qui édicte des règles très libérales d'ailleurs de mon point de vue, qui soumet les entreprises mutuelles à ces règles, et donc on perd un peu de cette capacité à pouvoir ensemble donner la direction à l'entreprise à laquelle on participe. Merci. Il y a un deuxième aspect dans votre profil qui est politique. Vous êtes donc aussi présidente de la communauté d'agglomération de Niort. Donc les décisions se prennent à différents niveaux administratifs. Tout le monde sait que la France, c'est un millefeuille de couches administratives et politiques. Comment construire la co-responsabilité? Alors, je vais essayer de résumer parce que ces problématiques sont très compliquées et complexes, hein. On a bien vu dans la table ronde précédente que rien n'était simple. Alors, comment on fait? Eh bien, écoutez, c'est la problématique de la démocratie
représentative et de la démocratie participative en partie. Hein. Il faut co-construire avec nos concitoyens quand on le peut. Quand on est une agglomération, eh bien, il faut co-construire avec les élus des communes qui forment l'agglomération. Moi, je suis maire de la ville-centre où nous avons aussi des conseils de quartier qui fonctionnent bien. Il faut que chacun soit informé, mais c'est extrêmement compliqué. En tous les cas, c'est toujours, enfin chez nous, alors après, je ne sais pas ailleurs, les politiques qui décident. C'est les projets que nous faisons connaître, que nous construisons avec nos concitoyens, eh bien, qui sont validés par la communauté politique qui forme la communauté d'agglomération. Alors avec l'aide évidemment des administratifs qui nous aident à construire, mais c'est effectivement aujourd'hui quelque chose de compliqué. Il faut co-construire, il y a une co-responsabilité à pouvoir travailler ensemble, mais les strates sont importantes. Je donne un exemple, la ville-centre de cette communauté d'agglomération a 60 000 habitants. Il y a 29 communes autour. La plus grosse est de 5 000 habitants. La plus petite est de 75 habitants. Vous pensez bien que eh bien, les choses ne sont pas identiques pour une commune de 60 000 habitants, pour des habitants, pour 60 000 habitants, et d'un autre côté pour 76 habitants. Donc il est impératif de trouver toujours, dans les projets que nous avons, des choix, de faire des choix qui intéressent la totalité des gens. Et quand on arrive à faire ça, c'est très compliqué. Quand on arrive à faire ça, en général, eh bien, on peut avancer. Mais faire comprendre aussi aux communes de 76 habitants, dont les maires sont aussi bien que n'importe quel autre, ne mentent pas plus que n'importe quelle autre personne de la société. Faire comprendre à une commune ou à des habitants, à 76 habitants d'une commune rurale à, je sais pas, 25 km de la commune centre, que le transport en site propre que l'on fera, eh bien, va leur servir, c'est compliqué. Et il faut de la conviction, il faut des arguments, il faut travailler en permanence, et ça devient effectivement très dur. Vous n'avez pas pris par hasard cet exemple de transport, parce que vous avez un projet, je crois, de bus propre pour lequel vous avez rencontré des freins. Est-ce que vous pouvez citer 2 exemples de gros problèmes que vous rencontrez pour développer ce projet ? Écoutez, je pense qu'un des gros problèmes, c'est que nous sommes dans une période incertaine aujourd'hui, ça a été dit tout à l'heure, et que, eh bien, les entreprises et les populations ne voient pas l'intérêt de se lancer dans un projet qui est un projet de long terme. Quand on construit une ville, quand on construit un territoire, et c'est ça aussi qui, quelquefois, pose question à nos concitoyens, c'est qu'on n'est pas dans l'immédiat. On anticipe, sinon, à quoi ça sert ? Donc on anticipe ce que seront demain les besoins sociaux, sociétaux, et on essaie de les faire partager. Quand Niort et la communauté d'agglo disent « nous souhaitons avoir un transport en commun en site propre », il faut se dire qu'une grande partie des villes aujourd'hui ont déjà un transport en site propre et que nous étions probablement un peu en retard. 2, nous arrivons dans une période difficile où les entreprises s'interrogent parce que eh bien, elles n'auraient pas d'argent pour alimenter le versement transport, mais il faut rappeler aux entreprises aussi qu'elles ont quand même 26 milliards d'euros du CICE qui a été libéré l'année dernière et que, bon, elles ont aussi à imaginer ce que seront les transports demain pour leurs salariés qui peut-être ne pourront pas s'acheter une 2e voiture dans le couple ou ne pourront pas faire acheter l'essence pour mettre dedans. Donc voilà, tout ça c'est une alchimie particulière que le politique doit prendre en compte évidemment, et c'est quelquefois difficile, mais après, c'est ce que je disais, il faut du courage pour, en travaillant avec les acteurs locaux, pour dire, voilà, on se lance dans quelque chose, sachant que si on ne le fait pas, si on sort de la crise demain, d'une crise comme on la connaît demain,
mais il n'est pas question que le territoire de la communauté d'agglo de Niort soit pénalisé parce qu'il n'aurait pas pris les décisions importantes pour lui permettre effectivement de passer ce cap et d'être dans l'avenir et d'être dans dans la confiance et dans le développement. Merci. En fait, vous rejoignez dans vos réflexions les problèmes de manque de visibilité qu'on a vu à la table ronde précédente, ce qui fait une transition peut-être pour parler de ce qui se passe quand on veut développer la coopération entre les entreprises américaines et l'économie française ou vice-versa. Donc Marina Niforos, vous avez suivi de près les dernières tentatives d'investissement d'entreprises américaines en France qui ne se sont pas toujours bien passées. Est-ce que vous voulez bien nous expliquer quels sont les freins à la coopération américaine ? Oui, merci. Donc, je peux peut-être expliquer qu'est-ce que c'est une chambre de commerce pour que les jeunes gens comprennent un peu plus quelle est la fonction qu'on fait. Donc, une chambre de commerce, et notamment l'américaine en France, c'est une très ancienne institution. Elle existe en France depuis 1894. Donc, on voit que les investissements américains en France sont une choix depuis très longue date. Donc, je peux dire qu'en général et en conclusion, les investissements américains en France sont très bien passés et ils perdurent. Je pense que c'est ce que vous citez, c'est ce que parfois c'est ce qu'on voit beaucoup dans les médias et notamment dans les médias plutôt anglo-saxons, si vous voulez. Et donc, on en parlait beaucoup dans le French bashing, etc. Et il y a certains incidents où les choses se passent mal. Et malheureusement, on a parlé dans les panels précédents sur les rôles de médias, on préfère de parler du mal que du bien. Donc, si on regarde l'année dernière, c'était la meilleure année depuis 5 ans, malgré la crise prolongée, des investissements américains en France. On a dépassé pour la 2e année l'Allemagne. Et les États-Unis, ils ont le premier investisseur en France en termes de stock de FDI, avec 23% du EDI en France. Dernière loin, c'est l'Allemagne à 13%. Malgré tout cela, on pense que, même parfois avec les dirigeants aux États-Unis, que l'Europe en général, à ce moment-là, et peut-être particulièrement en France, que voilà, il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup de complexité, oh là là, on ne comprend rien, c'est peut-être mieux d'aller dans les sirènes de pays émergents où on a peut-être l'impression, même si ce n'est pas la réalité, les sirènes de la croissance sans père, etc. Qu'est-ce qui se passe dans le terrain? Donc, nous représentons à peu près 500 entreprises, dont à peu près 80% sont de filiales d'origine américaine, mais beaucoup aussi d'entreprises françaises, multinationales, qui ont des investissements de l'autre côté de l'Atlantique. C'est qui nous permet de contraster, si vous voulez, beaucoup, parfois les objectifs des uns et des autres. Et c'est ce qu'on voit finalement, que les objectifs, ils ne sont pas différents. C'est ce qu'on entend beaucoup aux États-Unis, c'est ce qu'on va voir, plus de croissance, des compétitivités et de l'emploi. Ce n'est pas très différent en France, c'est ce qu'on cherche à voir aussi. Les freins, je pense que ça peut être dans les terrains et d'une façon beaucoup plus opérationnelle. Parfois, c'est posé sur les différences de culture, qui engendre par derrière aussi des différences dans la façon de fonctionner au niveau d'engagement avec des acteurs publics, mais aussi au sein de l'entreprise même. Il y a parfois de modes de fonctionnement, de culture organisationnelle qui sont parfois différentes. C'est ce qui explique d'ailleurs, je pense que vous faites appel à l'épisode des Titans qui a eu lieu il y a quelques mois, une mauvaise... si les gens... Oui, donc il y a quelques mois, peut-être certains ils ont suivi l'affaire sur les médias, et il y a eu des négociations pour les rachats, les prises de participation dans une entreprise en France qui n'allait pas trop bien. Et donc, il y avait des négociations protractées qui n'arrivaient pas à aboutir. Et finalement, voilà, il y a eu une rupture dans ce type de négociations avec une lettre très publique et très
on se dire, très virulente du PDG de la société américaine en disant que voilà, rien ne marche dans ces pays, les ouvriers ils sont paresseux, nanana, nanana. Donc nous, en tant que Chambre de commerce américaine, on a été très visible et on a répondu publiquement dans les médias pour essayer de faire comprendre c'est ce qui est parfois une voie d'exception, mais qu'il est prise dans les médias parce que justement, je voudrais revenir sur le rôle des médias dans tout cela, on aime bien faire la boucle sur des choses qui excitent un peu les négatives, ils font du bruit, etc. Quand les choses vont bien, et là c'est moins intéressant. Faut que je réponde quand même, parce qu'il ne faut pas que ça tourne à une accusation des médias. C'est assez logique que les médias développent les problèmes. Évidemment, on parle moins de l'actualité heureuse et on le regrette tous. Mais de fait, on est là pour dire quand les choses se passent mal. Maintenant, est-ce que vous voulez bien sur Titan développer un petit peu le rôle que vous avez eu à la Chambre de commerce pour faciliter et améliorer la coopération ? Donc d'abord, nous avons constaté qu'il y avait deux faits, et on revient sur la question de rester sous les faits, c'est très important, et il faut éviter que les diversités de cultures, c'est une richesse, mais il faut arriver à la comprendre et l'internaliser et accepter la différence. Donc c'est ce que nous on avait fait, on a expliqué en faisant aussi un papier qu'on a circulé à toutes nos entreprises qui ont après diffusé ça au sein de leurs propres entreprises et même aux États-Unis pour expliquer que beaucoup des accusations qui étaient faites par le monsieur étaient faites factuellement incorrectes. Et on l'avait fait de façon d'une analyse économique, en confrontant les arguments avec les statistiques de l'OCDE qui montraient que, je vous cite des exemples, la productivité de la main-d'œuvre en France est supérieure à beaucoup d'autres pays de l'OCDE. Quel est le jour de grève, parce que ça s'était aussi cité beaucoup dans sa lettre, mais aussi dans les médias après, plutôt anglo-saxons d'ailleurs, si on exclut les secteurs publics, ils ont moindre que la Belgique et l'Allemagne. Donc on a essayé de façon très ponctuelle, très pragmatique et avec deux faits, toujours substantiés avec deux faits, d'expliquer, de séparer les mythes et les perceptions de la réalité. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des questions de fond qu'il faut qu'on adresse. Et je pense que les représentants de l'entreprise avant, ils l'ont dit, il y a une complexité, il y a un manque de lisibilité parfois dans un système institutionnel beaucoup plus complexe et compliqué en France qu'aux États-Unis. La présence de l'État, elle est moindre dans les secteurs de l'économie, mais tout ça, il faut arriver à les tenir en tête quand il s'agit de, comme vous dites, la prise de décision, pour que la décision soit bien formée et bien éduquée avant qu'elle soit prise, que ce soit un choix et pas un défaut. Donc, pour conclure sur cet exemple, quel est le poids de la confiance dans la compétitivité ? C'est indispensable. C'est la condition indispensable. C'est-à-dire, on espère sortir d'une crise économique prolongée. On n'a pas vu une depuis 70 ans de telle sévérité. Donc il a commencé avec une crise financière qui a eu un coût énorme, déconfiance avec les institutions financières, qui après a entamé la manque de crédit pour les entreprises, petites entreprises, les consommateurs, etc. Donc il y a eu un cycle vicieux, si vous voulez, et on était un peu capté, peut-être on est déjà toujours aujourd'hui dans le même double dilemme, au moment qu'on a plus besoin de la confiance pour faire rebondir, pour qu'on redonne de l'enthousiasme, la confiance, les partages des responsabilités, les partages des décisions. On ne peut pas les faire juste un acteur seul. Juste les élus ou les acteurs gouvernementaux, ils ne peuvent pas le faire seuls. Juste les business et les secteurs privés
non plus. Les citoyens aussi ils devaient être impliqués, avoir prise conscience de tous les enjeux, avoir aussi leur voix qui sont attendues directement, etc. Donc, sans avoir la condition de la confiance, on reste chacun en tant d'individu, mais aussi en termes de parties prenantes, institutions, organisations, derrière nos cartes cachées, si vous voulez, et on n'arrive pas de se mettre dans un processus de construction collective. Donc, je trouve que c'est l'ingrédient indispensable. Et quelles seraient les pistes de progrès pour améliorer la coopération entre les entreprises américaines en France et vice-versa? Donc je pense que les colloques comme aujourd'hui, c'est avoir des forats publics. On arrive à faire frotter, si vous voulez, nos perspectives avec tous les partis autour de la table, c'est indispensable. Nous, en tant que Chambre de commerce, on organise une série de colloques, à peu près 75 par an, où on essaye d'amener à la fois des experts des États-Unis, de l'Europe. On invite beaucoup de nos membres qui ont aussi les grandes écoles, parce qu'ils font partie de la Chambre. Essayer de faire cette cohabitation, si vous voulez, des acteurs publics, des acteurs privés, la société civile, la génération de jeunes aussi, parce que c'est à eux qu'on veut laisser un héritage demain. On couvre toute la gamme de la croissance à l'innovation, à la coopération entre les différentes instances territoriales et le rôle du secteur privé. On a évidemment l'angle toujours de la secteur privé parce que c'est ça qu'on représente, mais on essaie d'avoir un dialogue ouvert et transparent et je pense que ça commence par cela et après ça se construit petit à petit. Merci. Michel de Virville, oui. Vous voyez que j'allais vous interroger, parce qu'on vient de rentrer donc largement sur la question des entreprises. Vous n'êtes pas seulement directeur honoraire du Collège des Bernardins, vous êtes aussi ex-secrétaire général de Renault, où vous avez suivi de longs débats sur la coopération Renault-Nissan. Et est-ce que vous pourriez donc nous raconter comment se prenaient les décisions pour que ce soit des bonnes décisions et pas des décisions absurdes, comme on l'a lu dans le roman de Christian Morel, que certains ont peut-être déjà lu, qui rentre aussi sur les expériences de Renault. Qui est un collègue de Renault aussi. Ce que je voudrais essayer de faire passer comme idée, c'est l'idée suivante. La coopération, ce travail en commun, cet esprit d'équipe, tout le monde a envie d'en faire. Il y a vraiment très peu de gens que j'ai rencontrés qui ne souhaitent pas animer leurs équipes de façon collective, créer de la synergie et les faire fonctionner ensemble. Mais en fait, ça n'est pas si simple. Et en particulier, le point précis que je voudrais souligner, c'est que la manière de décider peut inhiber le travail d'équipe, peut le stériliser, peut le rendre impossible. Et au contraire, il y a des manières de décider qui rendent possible le travail d'équipe, qui rendent possible une vraie prise en commun des enjeux. Alors, l'exemple sur lequel je vais m'appuyer, il faut revenir de quinzaine d'années en arrière. Il y a deux entreprises automobiles qui décident de s'allier. Quand je présente les choses comme ça, quand je dis qu'elles décident de s'allier, ça a l'air neutre. En fait, la situation est la suivante. Renault est une entreprise automobile. Il y avait eu un article de presse, puisqu'on parle beaucoup des journalistes, « Trop petit, trop seul, trop français ». C'était la description de Renault. Donc on voit bien, Renault cherche à gagner en taille, ne veut pas rester seul et veut s'internationaliser. Il a fait le choix de Nissan. Nissan, c'est une entreprise automobile qui est plus grosse que Renault, mais qui est en très mauvaise situation. Elle perd de l'argent depuis 7 ans régulièrement. Ce sont de très bons techniciens, mais ils n'arrivent pas à retrouver le chemin de la profitabilité. Et ils sont vraiment au bout du rouleau. En fait, Renault est en concurrence avec Daimler-Chrysler. Je ne rentre pas là-dedans parce que ce n'est pas vraiment notre affaire. Ils sont obligés de s'allier avec Renault. Et Renault, de fait, devient propriétaire d'une partie significative de Nissan.
Ben, nos amis japonais, évidemment, de quoi sont-ils convaincus? Ben, ils sont convaincus qu'ils vont être les vassaux dans une alliance. Ben, vous imaginez par exemple qu'un jeune japonais brillant d'une université japonaise, il n'a pas envie d'aller travailler dans une entreprise japonaise qui va être le vassal d'une entreprise française qui est à peine connue au Japon, tout juste parce qu'elle fait de la Formule 1, et qui est petite, beaucoup plus petite que l'entreprise japonaise qui est achetée. Donc comment on crée la confiance qui va permettre le travail en commun? Alors d'abord, on leur a dit. On leur a dit non, pas du tout, on a tout à fait conscience du problème, et sachez-le, on va décider ensemble. Je me rappelle puisque j'étais vraiment physiquement là, j'étais dans l'équipe qui animait Renault, on était 7 à la tête de Renault autour de Louis Schweitzer, et le scepticisme de nos collègues japonais était total. Alors, leur politesse également, mais leur scepticisme était total. Et donc la question s'est vraiment posée, sur quelle base va se construire la crédibilité de cette volonté de respect mutuel? Il y a eu deux choses. La première chose, c'est que nous n'avons pas fusionné les organigrammes. Nous avons maintenu l'intégrité des deux sociétés et nous avons, entre guillemets, simplement, parce qu'évidemment c'est une opération très compliquée quand il s'agit de très grandes entreprises, créé un conseil commun aux deux sociétés. Mais le point qui a été... Ça, c'est un aspect institutionnel qui était très important, évidemment. Mais le point le plus décisif, ce n'est pas celui-là. C'est une question de règles de décision. Comment décidons-nous de refuser ou d'accepter des projets? Bon, dans une entreprise, quand il s'agit de décider de refuser ou d'accepter des projets, c'est assez simple en général. Des projets qui sont profitables, bénéficiaires, qui rapportent de l'argent, sont acceptés. Les projets qui sont déficitaires sont refusés. Évidemment, on refuse aussi d'autres projets. On refuse des projets qui, même s'ils sont bénéficiaires, mettraient un grand désordre dans l'entreprise. Donc ça n'est pas le seul critère, mais si on veut être un peu simplé, c'est quand même ça qui est le fondamental. Eh bien, on a décidé de tordre cette règle sur un point très précis. On a décidé qu'un projet qui est profitable globalement pour l'Alliance, Renault plus Nissan, mais qui se traduit par un déséquilibre dans le bénéfice qu'en retire Nissan d'un côté, Renault de l'autre, ne peut être accepté que s'il a l'approbation des deux entreprises. Vous voyez ce que ça veut dire? Ça veut dire, si par exemple un projet est déséquilibré en faveur de Renault, il rapporte plus à Renault, il fait par exemple perdre de l'argent à Nissan, il ne va pas pouvoir être décidé sans l'accord de Nissan. Beaucoup d'entre vous n'ont pas été dans des entreprises, automobiles et ne réalisent pas à quel point ce que je viens de dire est une grossièreté totale. C'est-à-dire ne pas décider un projet qui est économiquement positif, c'est quelque chose qui est vraiment contre-intuitif. Dans l'industrie automobile, qui est une industrie très compétitive, on court après les projets qui sont des projets qui rapportent de l'argent. Sacrifier des projets parce que c'est un très gros sacrifice. Mais c'est ce sacrifice-là, ça ne s'est produit que de façon limitée, mais ça s'est produit de façon limitée, mais extrêmement significative et symbolique. C'est ce sacrifice-là qui, à un moment donné, a amené nos collègues à se poser la question, mais est-ce qu'ils ne seraient pas en train de dire la vérité quand ils nous ont assuré qu'ils allaient respecter nos lignes de décision ? Alors, si je vous dis ça, c'est parce que je pense que l'exemple que je viens de vous donner, il a un avantage, c'est qu'il est assez facile à expliquer de façon un peu clinique. Mais je pense qu'il se produit partout.
il se produit dans des équipes de 10 personnes qui travaillent sur le terrain, aussi bien qu'au sommet que je viens d'évoquer. Qu'est-ce qu'il dit en gros? Il dit en gros que la cohésion de l'équipe, de direction, la cohésion d'une unité de production, etc., c'est une véritable valeur, et comme tout ce qui a de la valeur, ça a un coût. Autrement dit, il faut que dans la manière dont je vais décider, je manifeste que je suis prêt à faire l'investissement de ce coût pour préserver la confiance. Et donc que je ne vais pas toujours privilégier l'intérêt de court terme qui est probablement de ne pas construire la coopération. Voilà en gros l'essentiel du message que je voulais exprimer à partir de cet exemple. Je le prolonge par une petite remarque. Dans ce que je vous ai expliqué, je vous ai dit d'abord, on a maintenu séparées les lignes de commandement de Renault et la ligne de commandement de Nissan, institutionnellement. Ça, c'est ce que moi j'appelle la confiance institutionnelle. C'est-à-dire qu'on a créé un mécanisme qui fait qu'on est raisonnablement assuré de ce qu'il va y avoir quelque chose qui va rester Nissan et qui va rester Renault. Donc les Nissan ont la confiance du fait qu'ils vont continuer à exister. Ils ont confiance, non pas parce qu'ils croient en moi, mais parce que la règle que j'ai dictée est une règle dans laquelle ils ont leur place. Donc vous voyez que ce n'est pas du tout la même chose. Hein. Ils ne se fondent pas du tout sur une confiance en moi, ils se confient là-dessus. Mais après ça, pour que ça marche, il faut un autre ingrédient. Et cet autre ingrédient, ce que j'appelle confiance relationnelle, c'est, je retourne la question, je ne dis pas est-ce que je peux avoir confiance en eux, c'est qu'est-ce que je dois faire pour qu'on ait confiance en moi? Comment je vais inspirer confiance? Et par exemple, pour décrire toujours la situation, il y a une personne qui a eu, de ce point de vue-là, un rôle considérable, c'est Louis Schweitzer. Je pense que Louis Schweitzer a véritablement incarné ce respect des lignes. Il y avait Carlos Ghosn, qui n'était pas à l'époque le président de Renault, mais qui était le président de Nissan, qui a sa place aussi à incarner ça. C'est-à-dire la confiance relationnelle, c'est des personnes. Mais ce n'est pas seulement des personnes, c'est aussi des procédures. Et la procédure de décision dont je vous ai parlé, c'est de la confiance relationnelle. Comment, dans ma pratique, je vais avoir une pratique qui démontre que ce que je dis, je le fais. Et là, c'est comme la gymnastique, d'une part, ça se transmet, mais surtout, ça s'exerce. Et c'est ça que le message que je voulais essayer de passer, parce que dans tout ce qu'on discute au cours de ces journées, le problème qui a été posé à la table ronde précédente, c'est le poids des mots et le poids des actes. Et justement, pour passer entre ce poids des mots et ces actes, pour avoir des mots qui pèsent et qui ont leur poids d'actes, il faut pratiquer cette confiance relationnelle. Et alors, si vous me permettez un petit flash de publicité, ça c'est ma deuxième casquette, c'est pas la casquette d'ancien secrétaire général de Renault, mais celle de directeur honoraire du Collège des Bernardins. On a fait un bouquin sur la confiance que j'ai amené pour Pierre Vinicki et qui, justement, essaye de bien mettre en forme cette idée confiance institutionnelle, confiance relationnelle. Pas du tout pour les opposer. Si vous ne prenez pas toutes les sécurités institutionnelles, vous n'êtes pas fiable. Donc il ne faut surtout pas avoir confiance en vous. Donc il ne faut surtout pas détruire, il ne faut surtout pas désarmer la confiance institutionnelle. Il ne faut pas désarmer les procédures, il ne faut pas désarmer les règles. Mais en revanche, si on ne s'appuie que sur les procédures et sur les règles, on n'y arrive jamais. Pour réagir à ce que vous venez de dire, ça va, je parle assez près, ouais. Je voulais poser une question à Geneviève Gaillard,
Est-ce que cette recette de construire la confiance articulée à la fois sur les procédures et sur le relationnel permettrait de faciliter un peu la coopération, l'articulation entre les différents niveaux du territoire ? Ah oui, très sûrement. Oui, c'est ce qu'on essaie d'ailleurs de faire en permanence, alors avec des problématiques qui ne sont pas tout à fait les mêmes que celles des entreprises, puisque lorsque l'on fait de la politique, on a aussi des convictions qui ne sont pas toujours les mêmes en fonction des différents acteurs qui sont sur le territoire. Et précisément, il y a toute une démarche de captation de cette confiance entre la relation que l'on peut avoir entre les gens d'une part, l'explication des projets, le pourquoi des projets et en quoi les projets que l'on veut mener ou que l'on mène eh bien, couvrent l'intérêt général et pas des intérêts particuliers. Comment on arrive à faire tout ça. C'est un peu la même chose, mais avec des moyens probablement un peu différents, puisqu'on n'est pas dans la même logique de deux entreprises qui s'allient pour travailler ensemble et pour faire des bénéfices. En politique, on ne cherche pas les bénéfices. En politique, on cherche à faire en sorte que nos concitoyens puissent bénéficier eh bien, de choses auxquelles ils ont droit, tout en respectant des valeurs qui sont celles que l'on porte sur le territoire. Mais si je peux me permettre, pour faire des bénéfices, il faut des convictions. Hein. C'est-à-dire, moi, Non, mais... Et de la même manière, pour porter des convictions politiquement, il faut faire attention à combien ça coûte. Merci. Donc, on a vu que même en situation de non-visibilité, comme sont les entreprises, comme sont souvent les politiques, on peut avancer dans la construction de la confiance par une meilleure coopération, donc par l'interdisciplinarité, par des procédures, par du relationnel. Vous voulez ajouter quelque chose en conclusion avant qu'on passe la parole à la salle ? L'un d'entre vous ? Non, simplement, on peut le faire, mais il faut bien faire attention à la façon dont on décide. Oui, j'aimerais bien avoir un petit résumé du livre, si vous voulez bien. Ce que le livre fait, c'est un résumé du livre, c'est un petit peu compliqué, mais en gros, c'est de montrer que ce problème de la confiance aujourd'hui, il ne se pose pas de la même manière qu'il se posait il y a 200 ou 300 ans. Pourquoi ? Parce qu'on a deux grands mécanismes de régulation qui structurent notre société. D'un côté, le marché, et de l'autre côté, la démocratie, c'est-à-dire le fait que le pouvoir politique est contrôlé, on évite que le pouvoir soit condensé dans les mains. Donc on a ces grands mécanismes de régulation, et en plus de ça, autour de ces deux mécanismes-là, c'est-à-dire le marché puis la politique, il s'est construit une quantité de règlements, de conventions, etc. Donc, et chaque fois qu'il y a un problème, chaque fois que ça ne marche pas, on rajoute une petite couche de règlement. C'est-à-dire qu'on a une tendance à surinvestir dans la confiance institutionnelle. On pense qu'en ajoutant des règlements sur des règlements, on va y arriver. Et ce qu'on essaye de dire dans le livre, c'est en fait tout ceci n'est pas du tout mauvais, mais tout ceci ne marche que parce qu'il y a un moteur intérieur, une espèce de matière noire, vous savez, la matière noire qui fait que les galaxies tiennent ensemble par gravité. Cette matière noire, cette curiosité, c'est la confiance relationnelle. C'est ce qui se passe quand je retourne la question. C'est-à-dire, au lieu de me poser la question à quelles conditions je vais lui faire confiance, à lui, je me pose la question à quelles conditions lui va me faire confiance. C'est ça la confiance relationnelle. C'est qu'est-ce que je dois faire pour que je devienne objet de confiance, moi. Ce n'est pas du tout la même attitude, c'est l'attitude inverse. Et donc, ce qu'on défend dans le livre, c'est que ce n'est pas du tout quelque chose d'éthéré, de fumeux, etc., qui se fait. C'est quelque chose qui se construit, qui s'entraîne, qui s'enseigne, sur lequel... Et c'est pour ça qu'il faut un institut de la confiance.
une publicité pour la démarche qui nous rassemble aujourd'hui. Nous sommes vraiment convaincus, et c'est ce que nous disons dans le livre, que c'est possible. Après ça, on essaye de montrer un certain nombre d'endroits dans la société où c'est particulièrement important, l'école, les médias, la création et le changement, tous les métiers de création, les métiers de changement, c'est essentiel que la confiance soit là. Et puis, toutes ces situations intermédiaires, les chefs d'équipe, tout ce qui est la décentralisation, enfin, chaque fois qu'il y a des lignes de commandement longues, qu'est-ce qui se passe au milieu, entre ceux qui sont sur le terrain et puis ceux qui sont en haut? Dans toutes ces zones-là, et voilà les endroits où il faut créer de la confiance. Voilà ce qu'on essaye de dire dans ce livre, qui est un excellent livre et que je vous conseille d'acquérir sans plus tarder. Oui, moi je crois qu'aujourd'hui il y a un problème considérable, c'est la confiance en l'État. Dans la mesure où l'État, nous ne pouvons pas nous en passer. L'État, nous ne pouvons pas nous en passer, nous le savons, hein, il n'y a pas de... Et d'autre part, l'État, chacun connaît ses faiblesses et a même tendance à en rajouter. Donc il y a là un énorme problème que je vous abandonne. Je veux peut-être juste surenchérir sur les commentaires qui étaient faits sur les réflexes de surrégulation, effectivement parce qu'on n'a pas la confiance relationnelle. C'est-à-dire quand il n'y a pas cette foi dans les systèmes, on essaye de rajouter des petites pièces pour contenir. Et en fait, je trouve que quand on arrive là, c'est parce qu'on a admis d'une certaine façon qu'on n'est pas capable de faire autrement. Et je pense que là, il faut prendre mesure et dire, OK, c'est mon deuxième point, je vais vous laisser avec ça. Les processus de faire la cohésion de l'équipe, comme vous dites, ça peut être au sein d'une entreprise, ça peut être la collectivité, ça peut être, c'est ce qu'on essaie de faire aujourd'hui. Les processus, c'est aussi important que les résultats. Parce que c'est ça qui engage les parties à être ensemble et former un esprit d'équipe. Donc finalement, qu'on sorte et on n'est pas d'accord, c'est peut-être pas tellement important, mais on a établi des liens qui nous permettent de peut-être arriver de trouver des solutions et faire des compromis nécessaires. Merci. On va passer la parole à la salle. Je crois que tout en haut, là, il y a déjà des questions qui vont se poser. Voilà, les bras qui se lèvent. Je vous laisse la parole. Voilà. Oui, je voulais savoir, parce que vous avez parlé de la mutuelle il n'y a pas longtemps, et en disant qu'on avait l'impression que la mutuelle remboursait ou prenait moins en charge certains médicaments ou actes médicaux, et pourtant, c'est vrai en soi, parce que depuis 3 ans, on remarque qu'il y a des actes médicaux qui ne sont pas pris en charge, ou des médicaments qui sont... Il y a des médicaments qui arrêtent ou sont moins remboursés par rapport à leur valeur d'avant. Et même au niveau de la confiance médicale, je vois qu'on ne peut pas tellement en avoir parce qu'on remarque que c'est un sujet qui a fait polémique il n'y a pas longtemps sur les sages-femmes qui n'appartenaient pas au corps médical. Pourtant, on apprend que les sages-femmes ont le droit de faire des ordonnances. Donc pourquoi elles n'auraient pas aussi le droit de faire partie du corps médical ? Alors je pense que ce n'est pas tout à fait le même sujet que les sujets qu'on traite. Effectivement, ce sont des sujets d'ordre national avec une situation X à un moment donné, c'est-à-dire une situation où nous devons faire, entre guillemets, des économies pour ne pas laisser une dette trop forte aux personnes qui viendront derrière nous et où ça nécessite un certain nombre de restructurations. Ce que je peux dire par rapport au déremboursement, c'est une décision évidemment nationale, c'est pas une décision qui a été discutée et débattue. Par rapport aux mutuelles santé, les mutuelles santé sont quand même encore celles qui, à un moment donné, offrent le plus de services à leurs adhérents sous un certain nombre de conditions, bien entendu, parce qu'il est bien évident que
il y a des conditions aussi à remplir. Alors après, je ne rentrerai pas dans le débat que nous aurons au Parlement sur la problématique des sages-femmes et du corps médical. C'est des choses... c'est pas vraiment le thème de la confiance aujourd'hui. Une autre question? Bonjour, je voudrais parler à Madame Geneviève Gaillard. Alors je voulais vous poser une question, c'est pensez-vous qu'une politique exclusivement axée sur la confiance elle serait bénéfique à l'évolution de la société ou faut-il parfois utiliser le mensonge pour cacher un peu les vérités dans la société? Alors là, je vais être très clair. Je pense que le mensonge ne doit pas exister, mais tout le monde le pratique quelque part. Les enfants, les jeunes, les adultes, les chefs d'entreprise, tout le monde. Ça, c'est l'homme a cette vertu-là de dire en général la vérité et de pouvoir dire le mensonge. Quand vous étiez petit, vous en avez dit. Ce que j'ai dit au départ, c'est que les hommes et les femmes politiques ne mentaient pas globalement. Il y en a 99,9% qui ne mentent pas. Par contre, c'est quelquefois extrêmement difficile de pouvoir faire passer des messages. Il faut du courage pour dire aux gens, pour leur dire des choses qu'ils ne veulent pas accepter. Il faut pouvoir accepter de ne pas être toujours extrêmement populaire. Il faut accepter aussi peut-être de ne pas être élu à des échéances électorales qui viennent après un mandat. Mais tout ça, ça fait partie des choix qu'un homme ou qu'une femme politique fait avant de se présenter devant les électeurs et avant et c'est sa réflexion personnelle. Donc après, la confiance, on l'a vu, tout le monde l'a dit, c'est quelque chose qui s'acquiert, qui se travaille. Et puis il faut être plusieurs groupes ou plusieurs personnes pour avoir confiance. Puis il y a des gens qui ont plus confiance en les autres que d'autres. Donc je pense que c'est extrêmement compliqué. Monsieur Virville, vous voulez ajouter quelque chose? Je voulais ajouter quelque chose parce que, c'est ce que j'espère que je n'apparaîtrai pas comme agressif par rapport à ceux qui se sont exprimés, mais je trouve que cette histoire du mensonge, il faut faire assez attention à la façon dont on gère le sujet. Quand on observe quelqu'un qui ne dit pas la vérité, il y a quand même deux situations qui sont très différentes. Il y a celui qui ment tactiquement, volontairement, qui a l'intention de mentir pour provoquer un certain effet. Il y a celui qui ment sous pression. Alors, c'est facile à décrire parce que ça nous est tous arrivé. À un moment donné, il y a une pression qui s'exerce sur nous qui est telle qu'on ne sait plus comment faire autrement que de dire ça, même si ce n'est pas tout à fait exact. Alors cette expérience-là, elle est extrêmement répandue. Et à des degrés divers, ça nous arrive tous. Ça ne me choque pas qu'on dise ça, parce que c'est la vérité. Mais dire qu'on est dans une société où le mensonge tactique ou stratégique est institutionnalisé, ça c'est choquant. Honnêtement, je crains qu'une des raisons pour lesquelles on le dise, c'est précisément l'arène politique. Parce qu'il faut bien le dire, c'est un domaine où, à l'heure actuelle, la façon dont le jeu est pratiqué fait qu'il est plus fréquent qu'ailleurs. Mais ça ne veut pas dire que notre société soit une société de mensonges. Ça se relie très directement à ce que Émile Poula nous a dit il y a un instant sur la confiance dans l'État. L'État étant pas la politique, puisque l'État, c'est l'exercice du pouvoir par les politiques qui tiennent la majorité à un moment donné. Mais il faut faire très attention à ça. Moi, je pense qu'il y aurait un vrai danger à laisser penser que notre société pourrait être d'une façon quelconque structurée par le mensonge. Le mensonge, c'est toujours une stratégie de court terme. Ça peut avoir des bénéfices dans le court terme, ça n'a jamais de bénéfices dans le long terme. Le mensonge s'auto-détruit dans le long terme, même dans le moyen terme. Donc je pense qu'il faut faire très attention à ça. Merci. Il y a une toute dernière question. Oui, là je veux rebondir en fait indirectement ou directement par rapport à ce que vous venez d'exprimer. Et vous m'entendez bien? Oui. Bon, oui.
Et surtout parce que j'ai trouvé très intéressante dans votre présentation succincte et rapide par rapport à votre livre, quand vous dites « Qu'est-ce que je dois faire pour inspirer la confiance chez l'autre ?» Et en fait, pour moi, c'est vraiment le nœud de toute la question de la confiance. Et là, je reprends vraiment ce que Émile Pouja disait en commençant dans sa présentation sur la confiance, c'est-à-dire en fait la confiance en soi, qui est un projet psychologique, un projet humain et finalement un projet de valeur. Et en fait, c'est, à mon avis, pour vraiment inspirer la confiance chez l'autre, il faut déjà avoir très confiance en soi, ce qui me paraît vraiment un élément essentiel de ce qu'Émile Pouja expliquait tout à l'heure. Voilà, je vous écoute, ce que vous en pensez par rapport à cela, puisque vous semblez pas être tout à fait d'accord avec moi. Si, moi je suis complètement d'accord avec vous. Je voulais juste dire qu'il y avait autre chose qui m'apparaissait fondamentale, c'est le respect de l'autre. Et quand on a du respect pour l'autre, d'abord ça veut dire qu'on a du respect aussi pour soi-même, et ça veut dire aussi que la confiance, précisément, eh bien, elle va quasiment être spontanée. Où il y aura moins de travail à faire pour la trouver. Enfin, on n'en a jamais parlé du respect. C'est dommage parce que je pense que ça... Alors après, on peut en discuter extrêmement longtemps, hein, mais je pense que c'est assez fondamental si on veut parler réellement aussi de confiance au sens profond du terme. Le point sur lequel je n'étais pas tout à fait d'accord, c'est que, heureusement, on peut inspirer confiance même quand on n'a pas confiance en soi. Je dis ça parce que je suppose que dans la salle, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas toujours confiance en eux. Et alors, ça serait dramatique s'il fallait qu'ils sortent convaincus que, puisqu'ils n'ont pas très confiance en eux, ils ne peuvent pas inspirer confiance. Et donc, pour cela, je leur dis, non, on peut. On peut inspirer confiance alors même que la confiance qu'on a en soi est faible. Je ne dis pas que c'est favorable, hein. Bien sûr, si on a une certaine confiance en soi, c'est plus facile mais c'est pas parce qu'on confond souvent inspirer confiance avec projeter de la confiance. C'est pas tout à fait pareil, hein. Projeter de la confiance, ça, faut avoir confiance en soi. Inspirer confiance, c'est simplement que brusquement, à un moment donné, et je reviens toujours sur la table ronde précédente, mon vis-à-vis, il va se dire, ses actes et ses paroles, ils vont être cohérents. Merci. Ah, pardon. Est-ce que vous ne croyez pas que l'inflation de l'ego est actuellement dominante dans notre société? On va pas répondre à la question d'Émile. L'inflation de l'ego, hein. Merci. Donc, juste après vont avoir lieu des ateliers. Donc, je vous en prie. Je me présente Thierry Boiron. Je voulais vous dire que j'anime un atelier exactement qui est sur ce titre-là, c'est-à-dire comment coopération peut-elle rimer avec prise de décision, et que ceux qui sont intéressés à poursuivre la discussion sont bienvenus en commission, en salle de commission. Salle des commissions, c'est 2e étage, à 12h15, on commencera. Voilà, hein, c'est un petit coup de pub quand même. Hein. Bravo, cher Thierry, pour ce petit coup de pub. Merci beaucoup. Eh bien, merci, Madame Rodier. Anne Rodier, vous voulez conclure un mot ou c'est bon? Non, c'est bon. Il me semble qu'il y a eu de multiples conclusions. Si on devait résumer les leçons à retenir, c'est peut-être effectivement un peu moins d'ego, un peu plus de confiance en soi, inspirer confiance, et pour coopérer, ne pas oublier le relationnel. Ça marche aussi bien dans le milieu économique que dans le milieu politique, apparemment, ou ça ne marche pas aussi bien dans ces deux milieux. Voilà, merci à vous.